Face au miaulement terrifié de deux bébés lynx roux arrachés à leur mère, Elsa sent son sang se glacer, tandis qu'une détermination féroce s'empare de tout son être. Ce qu'elle va découvrir en orchestrant leurs retrouvailles défiera toutes les lois connues du comportement animal et laissera le monde scientifique entier sans voix. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde tu nous regardes. Allons-y. Le silence de la forêt des Vosges fut brisé par un cri perçant, un son déchirant, presque humain, qui résonna entre les pins centenaires. Mais ce n'était pas un humain, c'était une mère désespérée, une mère lynx. Dans l'aube brumeuse de ce matin de mai, alors que la rosée perlait encore sur les fougères, Elsa Moreau, garde forestière depuis 15 ans, s'immobilisa. Elle connaissait ce cri, un lynx roux en détresse. Et dans cette partie de la forêt, ce ne pouvait être que Luna, cette femelle qu'elle observait depuis 3 ans. Luna, ce fantôme insaisissable qui avait réussi l'exploit de faire revenir l'espèce dans une région où elle avait disparu depuis plus d'1 siècle. Le cœur d'Elsa se serra. Quelque chose n'allait pas. « Tu l'as entendu aussi ?» murmura Marc, son collègue, qui s'était figé quelques mètres derrière elle. Elsa hocha la tête, ses yeux scrutant le sous-bois. 15 années passées dans ces forêts lui avaient appris à lire les signes invisibles pour le commun des mortels. Un bruissement anormal, une branche cassée, l'absence soudaine des chants d'oiseaux. Par là, indiqua-t-elle dans un souffle, pointant vers un amas de rochers presque entièrement recouverts de mousse. Ils s'approchèrent avec la prudence de ceux qui savent que la nature sauvage ne tolère pas l'intrusion. Chaque pas était mesuré, chaque respiration contrôlée. Et puis ils la virent. Luna, la magnifique femelle lynx, était là, son pelage tacheté presque lumineux dans la pénombre forestière. Mais quelque chose clochait. Elle tournait en rond, nerveusement, s'arrêtant pour humer l'air, puis reprenant sa ronde désespérée. « Elle cherche ses petits », murmura Elsa, une boule se formant dans sa gorge. Et c'est là qu'ils l'entendirent. Un bruit de moteur, pas celui d'une voiture forestière autorisée. Non, le grondement caractéristique d'un quad, des braconniers. « Merde !» jura Marc entre ses dents. Sans se concerter, ils se mirent à courir vers la source du bruit, abandonnant momentanément Luna à sa détresse. La protection de la forêt était leur mission, et si des braconniers s'attaquaient aux lynx, espèce protégée et si difficilement réintroduite, c'était une urgence absolue. Le quad avait disparu quand ils atteignirent le chemin forestier, mais les traces étaient fraîches dans la boue. Et quelque chose d'autre attira l'attention d'Elsa. Des empreintes de pas qui s'éloignaient du sentier, vers une zone particulièrement dense de la forêt. Elle fit signe à Marc de la suivre. Ce qu'ils découvrirent les glaça. Un filet de capture abandonné à la hâte, probablement lorsque les braconniers avaient entendu leurs pas. Et à l'intérieur, « Oh mon Dieu !» souffla Elsa en s'agenouillant. 2 minuscules boules de poils tachetés. 2 bébés lynx, terrorisés, blottis l'un contre l'autre, émettant de faibles miaulements de détresse. Les petits de Luna. « Ils sont vivants », constata Marc avec soulagement en s'accroupissant à côté d'elle. Ces salopards ont dû être interrompus avant de pouvoir les emporter. Elsa sortit précautionneusement son téléphone et prit des photos du filet, des traces, de tout ce qui pourrait servir de preuve. Puis elle enfila ses gants de protection et commença délicatement à libérer les 2 chatons du filet. Ils ne devaient pas avoir plus de 6 semaines, estimait-elle. Trop jeunes pour survivre seuls, mais suffisamment âgés pour que leur fourrure ait déjà une valeur aux yeux des trafiquants d'animaux exotiques. « On appelle les renforts ?» demanda Marc, déjà en train de sortir sa radio. Elsa hésita, son regard passant des petits lynx à la forêt environnante. Luna ne devait pas être loin. La procédure voudrait qu'ils contactent immédiatement le centre de réhabilitation de la faune sauvage. Que les petits soient pris en charge, examinés, soignés si nécessaire. Mais cela signifierait les séparer de leur mère, peut-être définitivement. Non, décida-t-elle finalement.
Pas tout de suite. Luna est dans le secteur. Si on peut lui rendre ses petits... Elsa, tu connais le protocole, protesta faiblement Marc, mais son ton indiquait qu'il était déjà convaincu. Le protocole ne prend pas en compte le fait que cette femelle est cruciale pour la réintroduction de l'espèce dans la région. Si on lui enlève ses petits, elle pourrait quitter le territoire, et tout notre travail serait réduit à néant. Marc soupira, vaincu par la logique implacable de sa collègue. D'accord, mais s'ils sont blessés, on les examine d'abord, concéda Elsa. S'ils ont besoin de soins, on suivra le protocole. Avec une délicatesse infinie, elle palpa les petits corps tremblants, cherchant des blessures évidentes. Miraculeusement, à part quelques égratignures superficielles dues à leur lutte contre le filet, les chatons semblaient en bonne santé, terrifiés, mais indemnes. « Ils vont bien », souffla-t-elle avec soulagement. « Maintenant, trouvons leur mère. » Ils placèrent doucement les chatons dans la veste d'Elsa, transformés en berceau improvisé, et commencèrent à retracer leurs pas vers l'endroit où ils avaient vu Luna. Mais la clairière était déserte. La femelle lynx avait disparu. « Elle ne doit pas être loin », murmura Elsa, scrutant les sous-bois. « Elle n'abandonnerait jamais ses petits. » Ils attendirent, immobiles, pendant ce qui sembla une éternité. Les chatons s'étaient calmés comme s'ils sentaient qu'ils étaient entre de bonnes mains. L'un d'eux, légèrement plus petit que l'autre, avait même commencé à ronronner doucement. Et puis un mouvement, imperceptible presque. Un frémissement dans les fougères à une vingtaine de mètres. Deux yeux ambrés qui brillaient dans l'ombre. Luna les observait. « Elle est là », chuchota Marc, osant à peine respirer. « Elle hésite. Elle sent notre odeur sur ses petits. » C'était le moment critique. Si Luna décidait que les humains représentaient une menace trop grande, elle pourrait abandonner ses chatons ou pire, les considérer comme contaminés et les rejeter. « Reculons », décida Elsa. « Doucement, laissons-lui de l'espace. » Avec une lenteur délibérée, ils déposèrent la veste contenant les chatons sur un tapis de mousse, puis reculèrent pas à pas jusqu'à la lisière de la clairière. Là, ils s'accroupirent derrière un tronc d'arbre abattu, suffisamment dissimulé pour observer sans être vus. Luna ne bougea pas pendant de longues minutes. Ses oreilles pointues pivotaient dans toutes les directions, captant le moindre son, tandis que son nez frémissant analysait les odeurs portées par la brise légère. Puis, enfin, elle s'avança. Un pas, puis deux. Avec la grâce fluide propre à son espèce, elle s'approcha de la veste où ses petits attendaient. Elsa retint son souffle. C'était le moment de vérité. Luna renifla ses chatons, longuement, méticuleusement. Puis, dans un geste qui fit monter les larmes aux yeux d'Elsa, elle commença à les lécher, nettoyant l'odeur humaine qui les imprégnait, reclamant ses petits. « Elle les accepte », murmura Marc, une émotion rare faisant trembler sa voix. Les chatons, reconnaissant leur mère, se mirent à miauler d'excitation. Leurs petites pattes s'agitaient, cherchant à se rapprocher de cette présence familière et rassurante. Et puis, dans un mouvement si rapide qu'ils faillirent le manquer, Luna saisit le premier chaton par la peau du cou et disparut dans les fourrés. Elsa et Marc échangèrent un regard inquiet. Allait-elle revenir chercher le second? La réponse vint moins d'une minute plus tard. Comme un fantôme, Luna réapparut, s'empara du second chaton et s'évanouit à nouveau dans la forêt profonde. Elle les emmène vers un nouveau refuge, expliqua Elsa, un sourire éclairant son visage habituellement grave. C'est normal, l'ancien n'est plus sûr maintenant. Ils restèrent immobiles un long moment, savourant ce rare privilège d'avoir assisté à un tel spectacle. Puis, comme sortant d'une transe, Elsa se rappela leur responsabilité. On doit signaler les braconniers et sécuriser le secteur. Marc acquiesça, sortant déjà sa radio. Mais avant de contacter leur base, il posa une main sur l'épaule de sa collègue. « Ce que tu as fait,
Ce n'était peut-être pas le protocole standard, mais c'était la bonne décision. Elsa hocha simplement la tête. Dans leur métier, les moments comme celui-ci étaient rares. Des moments où l'on pouvait réellement faire la différence, où l'on pouvait rétablir un équilibre rompu par la main humaine. Alors qu'ils revenaient vers leur véhicule, l'esprit d'Elsa était déjà occupé par les mesures à prendre. Renforcer les patrouilles dans ce secteur, installer des pièges photographiques pour identifier les braconniers s'ils revenaient, peut-être même lancer une opération de surveillance avec leurs collègues gendarmes. Mais une part d'elle restait dans cette clairière avec Luna et ses petits. Une part d'elle savait que ce qu'ils avaient vécu aujourd'hui était extraordinaire. Un rappel de pourquoi ils faisaient ce métier, pourquoi ils passaient des heures dans le froid, la pluie, la chaleur étouffante. Pour ces moments, pour ces vies sauvages qui avaient autant droit que les humains à leur place sur cette terre. Ce soir-là, après avoir rempli les rapports et briefé l'équipe de nuit, Elsa s'arrêta sur le chemin du retour. Elle gara sa voiture sur un promontoire qui dominait la forêt et regarda le soleil se coucher sur la canopée verdoyante. Quelque part dans cette immensité, Luna et ses petits étaient en sécurité, du moins pour aujourd'hui, et c'était suffisant. 3 jours s'étaient écoulés depuis le sauvetage des petits lynx, 3 jours durant lesquels Elsa n'avait pratiquement pas quitté la forêt. Le directeur du parc avait validé sa demande exceptionnelle de surveillance continue du secteur, conscient de l'importance de cette famille de lynx pour tout le programme de réintroduction. Dans la pénombre d'une cabane d'affût habilement dissimulée à flanc de colline, Elsa ajusta ses jumelles. À ses côtés, Thomas Rivière, le photographe animalier mandaté par le parc, attendait patiemment, son imposant téléobjectif pointé vers la zone où Luna avait établi son nouveau refuge. « Tu crois qu'elle va se montrer aujourd'hui » chuchota Thomas, bien que leur abri les place suffisamment loin pour ne pas déranger les félins. « Elle est sortie hier à la même heure, » répondit Elsa sans quitter ses jumelles. « Les petits doivent avoir faim. » Comme pour confirmer ses paroles, un mouvement attira leur attention. À la lisière d'un bosquet d'épicéas, Luna émergea, majestueuse et prudente. Ses oreilles à pompons pivotaient constamment, scrutant le moindre son, tandis qu'elle avançait dans la clairière, avec cette démarche souple et silencieuse qui caractérisait son espèce. Le bruit feutré du déclencheur de Thomas rompit brièvement le silence. « Incroyable !» murmura-t-il. « Regarde sa confiance. Elle est magnifique. » Elsa acquiesça silencieusement. Après 15 ans passés à observer la faune sauvage, elle n'avait jamais cessé de s'émerveiller devant de tels spectacles, mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était personnel. Luna s'arrêta au centre de la clairière, humant l'air avec attention. Puis, apparemment satisfaite de l'absence de danger, elle émit un doux ronronnement. Quelques secondes plus tard, 2 petites têtes tachetées émergèrent timidement de leur cachette sous un enchevêtrement de racines. « Les voilà !» souffla Thomas, mitraillant la scène. « C'est inestimable ce que tu as fait, Elsa. Ces images vont sensibiliser plus de gens que tous nos discours. » Les 2 chatons, désormais plus assurés, gambadaient autour de leur mère, leurs petites pattes s'emmêlant parfois dans l'herbe haute. Le plus audacieux des 2 se mit à poursuivre un papillon, déclenchant un sourire sur le visage habituellement grave d'Elsa. « On dirait qu'ils vont bien », constata-t-elle avec soulagement. « Aucun signe de stress post-traumatique. »« Les animaux sauvages sont plus résilients que nous », répondit Thomas sans quitter son viseur, surtout avec une mère aussi attentive. Comme pour illustrer ses propos, Luna attrapa soudain le chaton aventureux par la peau du cou, le ramenant fermement près d'elle avant de commencer une toilette minutieuse. Le petit protestait mollement, mais se soumettait à l'autorité maternelle. La scène était si paisible, si parfaite, qu'il était difficile d'imaginer qu'elle avait failli ne jamais exister. Sans l'intervention d'Elsa et Marc, ces chatons seraient probablement déjà morts, ou, au mieux,
séparés à jamais de leur mère, condamnés à une vie en captivité. Le talkie-walkie d'Elsa grésilla doucement, la ramenant à la réalité. « Elsa, c'est Marc. Tu me reçois ?» Elle s'éloigna légèrement pour répondre sans effrayer les lynx. « Je te reçois. Qu'est-ce qui se passe ?» La gendarmerie vient d'appeler. Ils ont intercepté un véhicule suspect à la sortie nord du parc. 2 types avec du matériel de braconnage. Le cœur d'Elsa s'accéléra. Les mêmes que l'autre jour. Impossible à dire pour l'instant, mais ils veulent que tu viennes identifier le matériel saisi. Il y a des filets qui pourraient correspondre à celui qu'on a trouvé. Elsa jeta un dernier regard vers la famille de lynx. Luna avait commencé à apprendre la chasse à ses petits, mimant l'approche furtive d'une proie avec une patience infinie. « J'arrive dans 20 minutes, répondit-elle finalement. Thomas est avec moi. Il va continuer la surveillance. Le photographe hocha la tête, comprenant l'importance de ne pas laisser la zone sans surveillance tant que la menace des braconniers planait encore. Sur le chemin de la gendarmerie, Elsa ne pouvait s'empêcher de repenser à ces derniers jours. La découverte des braconniers avait déclenché une vague d'indignation parmi les habitants des villages environnants. Des villages qui, il y a encore quelques années, voyaient plutôt d'un mauvais œil la réintroduction des grands prédateurs. Mais les temps changeaient, les mentalités évoluaient. À la brigade de gendarmerie de Saint-Dié, le lieutenant Moreau l'attendait. Aucun lien de parenté malgré le nom identique, mais une collaboration de longue date sur les affaires de braconnage. Elsa, la salua-t-il avec un hochement de tête. « Merci d'être venu si vite. Vous les avez vraiment attrapés ? Peut-être. On a intercepté leur véhicule grâce au signalement que ton collègue a diffusé. Un quad rouge avec une boîte à outils modifiée à l'arrière. Il la conduisit vers une table où étaient étalés divers équipements, des filets, des cages, des pièges et même un fusil hypodermique. Du matériel professionnel, constata Elsa en examinant les objets. Pas de simple braconnier du dimanche. C'est ce qu'on pense aussi. On soupçonne un réseau organisé. Le trafic d'espèces protégées rapporte plus que la drogue, avec moins de risques. Elsa saisit l'un des filets, l'examinant attentivement. Celui-ci pourrait correspondre à celui qu'on a trouvé. Même maillage, même matériaux composites. Ça nous donne une base pour les inculper, acquiesça le lieutenant. Mais ce qu'on voudrait, c'est remonter la filière. Ces types ne sont que des exécutants. Elsa reposa le filet, une colère froide nouant son estomac. L'idée que des gens puissent voir Luna et ses petits uniquement comme des marchandises à vendre aux plus offrants la révoltait profondément. Ils ont parlé ? Pas encore. Ils attendent leur avocat. Mais on a trouvé des choses intéressantes dans leur téléphone. Des coordonnées GPS qui correspondent exactement au secteur où vous avez trouvé les petits lynx. Une pensée troublante traversa l'esprit d'Elsa. Comment savait-il où chercher ? Les lynx sont pratiquement impossibles à repérer sans équipement spécialisé et des années d'expérience. Le lieutenant la regarda gravement. C'est justement la question qu'on se pose. D'après nos premières investigations, ils n'ont pas le profil de traqueurs expérimentés. L'un est mécanicien, l'autre travaille dans le bâtiment. Un silence lourd s'installa entre eux, porteur d'une implication dérangeante. « Tu penses à une fuite d'informations ?» demanda finalement le lieutenant, mettant des mots sur leur inquiétude commune. Elsa se passa une main sur le visage. L'idée qu'un membre de l'équipe du parc puisse être impliqué lui semblait inconcevable. Ces hommes et ces femmes consacraient leur vie à la protection de la nature. « Je ne veux pas y croire », admit-elle. Mais il faudra vérifier qui avait accès aux données de localisation des lynx. On va creuser de notre côté, promit le lieutenant. En attendant, redoublez de vigilance. Si ces types font partie d'un réseau, d'autres pourraient prendre le relais. De retour au parc, Elsa convoqua une réunion d'urgence avec l'équipe rapprochée. Marc, bien sûr, mais aussi Sandra, la vétérinaire, et Laurent,
le directeur adjoint. Dans la petite salle de briefing aux murs couverts de cartes du parc, l'atmosphère était tendue. La bonne nouvelle, commença Elsa, c'est que les gendarmes ont peut-être arrêté nos braconniers. La mauvaise, c'est qu'ils semblent faire partie d'un réseau plus large. Elle leur relata sa conversation avec le lieutenant, sans omettre les soupçons concernant une possible fuite d'informations. « C'est absurde », s'emporta Laurent. « Nous travaillons tous ici par passion, pas pour l'argent. »« Je sais », tempéra Elsa. « Mais les faits sont là. Ces hommes savaient exactement où chercher. » Un silence pesant s'installa, chacun digérant l'implication de ses propos. « Qu'est-ce qu'on fait pour Luna et ses petits ?» demanda finalement Sandra. « On ne peut pas maintenir une surveillance permanente indéfiniment. » Elsa avait réfléchi à cette question pendant tout le trajet du retour. « On va devoir mettre en place un protocole spécial. Premièrement, on restreint l'accès aux données de localisation. Seuls nous 4 y aurons accès désormais. » Laurent fronça les sourcils mais ne protesta pas. Deuxièmement, on installe des pièges photographiques supplémentaires, reliés directement à nos téléphones. Au moindre mouvement suspect, on est alerté. Marc approuva d'un hochement de tête. Je peux m'en charger dès demain matin. Et troisièmement, poursuivit Elsa, on implique la population locale. Les braconniers se méfient des gardes, mais pas nécessairement des randonneurs ou des cueilleurs de champignons. Sandra parut sceptique. « Tu veux révéler la présence des lynx au grand public? C'est risqué. »« Pas leur localisation exacte, » précisa Elsa. « Mais si les gens savent qu'il y a une famille de lynx quelque part dans le parc, qu'ils ont été la cible de braconniers, ils seront plus vigilants. Ils signaleront les comportements suspects. » Laurent réfléchit un moment avant d'acquiescer lentement. « Les photos de Thomas pourraient nous aider. Des images de Luna et ses petits, sans indication géographique précise. Ça sensibiliserait le public sans mettre les lynx en danger. » Elsa sourit. C'était exactement ce à quoi elle avait pensé. Le plan d'Elsa fut mis en œuvre dès le lendemain. Une conférence de presse organisée à la hâte réunit les journalistes locaux devant le centre d'accueil du parc. Laurent, en tant que directeur adjoint, prit la parole, flanqué d'Elsa et de Thomas, qui projetaient ses photos les plus saisissantes sur un grand écran. « Ce que vous voyez ici, » expliqua Laurent, désignant une image particulièrement touchante de Luna, léchant l'un de ses petits. C'est le symbole d'une réussite écologique sans précédent dans notre région. Après des décennies d'absence, le lynx roux est revenu dans nos forêts. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes. Une telle nouvelle était rare dans cette région rurale où l'actualité se résumait souvent aux fêtes de village et aux résultats du club de football local. Malheureusement, poursuivit Laurent, son visage s'assombrissant, cette famille de lynx a récemment été la cible de braconniers. Sans l'intervention rapide de nos gardes forestiers, ces 2 chatons auraient été arrachés à leur mère pour alimenter le trafic d'espèces protégées. Des murmures indignés parcoururent l'assistance. Elsa observait attentivement les réactions. Si l'un des membres du parc était impliqué dans la fuite d'informations, il se trahirait peut-être par un comportement inhabituel face à cette médiatisation. « Nous faisons appel à la vigilance de tous », conclut Laurent. « Si vous observez des comportements suspects dans le parc, des véhicules non autorisés, des personnes transportant du matériel inhabituel, signalez-le immédiatement à nos équipes ou à la gendarmerie. » Les questions fusèrent, mais Laurent et Elsa avaient soigneusement préparé leurs réponses. Non, ils ne révéleraient pas la localisation des lynx. Oui, des mesures supplémentaires de protection avaient été mises en place. Non, l'incident n'avait pas compromis le programme de réintroduction. À l'issue de la conférence, une journaliste de France 3 Régions s'approcha d'Elsa. Marie Dumont, une 40aine d'années, connue pour ses reportages environnementaux incisifs. « Mademoiselle Moreau, pourrait-on parler en privé ?» Intriguée, Elsa l'entraîna vers un coin plus calme du centre d'accueil. « Ces braconniers,
commença Marie sans préambule. Ce n'est pas la première fois qu'ils opèrent dans la région, n'est-ce pas? Elsa la dévisagea avec surprise. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? La journaliste sortit un petit carnet de sa poche. J'enquête depuis 6 mois sur un réseau de trafic d'espèces protégées qui sévit dans tout le Grand Est. Lynx, loups, aigles royaux. Tout ce qui peut se vendre à prix d'or aux collectionneurs privés du Moyen-Orient ou d'Asie. Le cœur d'Elsa s'accéléra. Cette information recoupait parfaitement les soupçons de la gendarmerie. « J'aimerais vous montrer quelque chose », poursuivit Marie, sortant son téléphone. « Mais pas ici. » 20 minutes plus tard, elles étaient attablées dans un petit café du village voisin, suffisamment éloigné pour ne pas risquer de croiser des collègues du parc. Marie fit défiler plusieurs photos sur son téléphone avant de s'arrêter sur l'une d'elles. « Vous reconnaissez cet homme ?» Elsa se pencha pour mieux voir. La photo, prise à distance, montrait un homme d'une 50aine d'années en pleine conversation avec un individu plus jeune dans un parking isolé. « C'est Richard Mercier », répondit Elsa stupéfaite. « Il travaille pour l'Office français de la biodiversité. Il coordonne plusieurs programmes de réintroduction, dont le nôtre. » Marie hocha gravement la tête. « Et l'autre homme est Anton Kovacs, un trafiquant connu des services de police de plusieurs pays européens, spécialisé dans les espèces protégées. » Elsa sentit un frisson glacé parcourir son échine. Richard Mercier avait accès à toutes les données de localisation des espèces suivies dans la région, y compris Luna et ses petits. « Vous en avez parlé à la police ?»« J'ai essayé, » soupira Marie. « Mais sans preuve concrète d'un délit, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Une simple conversation n'est pas incriminante. Mercier pourrait prétendre qu'il rencontrait Kovacs pour obtenir des informations, dans le cadre de son travail. » Elsa réfléchissait à toute vitesse. Si Richard était vraiment impliqué, les mesures de protection qu'il venait de mettre en place ne suffiraient pas. Il avait suffisamment d'autorité pour contourner les restrictions d'accès aux données. « Il me faut des preuves solides, » reprit Marie. « Et je pense que ces braconniers arrêtés pourraient faire le lien avec Mercier, s'ils étaient correctement interrogés. » « Je connais bien le lieutenant qui s'occupe de l'affaire, » dit Elsa lentement. « Je pourrais lui parler de vos soupçons. »« Faites-le, » approuva Marie. « Mais soyez prudente. Ces réseaux ont des ramifications insoupçonnées. Si Mercier est vraiment impliqué, il ne sera pas le seul. » Pendant ce temps, dans la forêt, Marc et Sandra terminaient l'installation des nouveaux pièges photographiques autour du territoire de Luna. Le travail était délicat. Il fallait placer les appareils suffisamment près pour obtenir des images utiles, mais assez loin pour ne pas perturber la famille de Lynx. « Tu crois vraiment qu'un des nôtres pourrait être impliqué ?» demanda Sandra, en ajustant l'angle d'une caméra dissimulée dans le creux d'un vieux chêne. Marc soupira. Son visage habituellement jovial assombri par l'inquiétude. « Je ne veux pas y croire. Mais comment expliquer que ces types aient su exactement où chercher ?» Sandra ne répondit pas immédiatement, concentrée sur le réglage final de l'appareil. « Il y a quelque chose d'autre qui me tracasse, » dit-elle finalement. « Les petits avaient environ 6 semaines quand vous les avez trouvés, n'est-ce pas ?» C'est l'estimation d'Elsa, oui. Pourquoi? Parce que Luna n'a pas été signalée dans ce secteur avant mars. Si ces petits sont nés ici, quelqu'un aurait dû les repérer plus tôt lors des patrouilles régulières. Marc fronça les sourcils, réalisant l'implication. Tu penses qu'elle a migré récemment, avec des petits de cet âge? C'est inhabituel, mais pas impossible. Les lynx peuvent déplacer leurs petits si leur territoire initial devient inhospitalier. Ou si quelqu'un les a délibérément poussés vers cette zone, compléta Marc, une nouvelle pièce du puzzle se mettant en place dans son esprit. Une zone isolée, peu fréquentée où des braconniers pourraient opérer tranquillement. Sandra hocha sombrement la tête. Exactement. Ce n'était peut-être pas un hasard si Luna s'est retrouvée ici.
À quelques centaines de mètres de là, ignorant les machinations humaines qui se tissaient autour d'elle, Luna apprenait patiemment la chasse à ses petits. Les deux chatons, que Thomas avait surnommés Ombre et Étoile en raison de leurs marques distinctives, progressaient à des rythmes différents. Ombre, le plus téméraire, tentait d'imiter la démarche furtive de sa mère, ses petites pattes se posant délicatement sur le tapis de feuilles mortes. Étoile, plus prudente, observait attentivement avant de suivre son exemple. Luna fit soudain signe à ses petits de s'immobiliser, son corps tendu comme un arc. À quelques mètres devant eux, un jeune lièvre grignotait paisiblement des pousses tendres, inconscient du danger qui le guettait. Avec une patience infinie, Luna montra à ses petits la posture à adopter, le placement des pattes, la façon de contrôler sa respiration pour rester indétectable. Puis, dans un mouvement si rapide qu'il semblait flou, elle bondit. Le lièvre n'eut pas le temps de réagir. D'une morsure précise à la nuque, Luna mit fin à ses souffrances avant de rapporter fièrement sa prise à ses petits. C'était leur première leçon de chasse réelle, une étape cruciale dans le développement des jeunes lynx. Bientôt, ils commenceraient à pratiquer eux-mêmes, d'abord sur des proies mortes, puis sur de petits animaux vivants. De retour à la gendarmerie, Elsa partageait les informations de Marie Dumont avec le lieutenant Moreau. « Richard Mercier », répéta-t-il pensivement. « Le nom m'est familier. Il supervise la plupart des programmes de réintroduction dans la région », expliqua Elsa. « C'est un ponte dans le milieu, respecté internationalement. Ce qui en ferait une couverture parfaite pour un trafiquant, remarqua le lieutenant. Il aurait accès à toutes les informations sur les espèces rares et protégées, pourrait se déplacer sans éveiller les soupçons. Exactement. Et il connaissait précisément la localisation de Luna et ses petits. Le lieutenant se frotta le menton, réfléchissant aux implications. Nos deux braconniers n'ont toujours pas parlé. Mais avec cette nouvelle piste, il laissa sa phrase en suspens, une idée se formant visiblement dans son esprit. Je vais les réinterroger en mentionnant spécifiquement Mercier. S'ils réagissent, ça pourrait nous donner un levier. Et si Mercier est vraiment impliqué, ajouta Elsa, Luna et ses petits ne sont toujours pas en sécurité malgré nos précautions. Je vais demander au procureur l'autorisation de placer Mercier sous surveillance, décida le lieutenant. Mais en attendant, redoublez de vigilance. Elsa acquiesça, un nœud d'angoisse se formant dans son estomac. L'idée que Richard Mercier, un homme qu'elle avait admiré professionnellement pendant des années, puisse être impliqué dans un tel trafic, lui semblait encore irréelle. Mais les preuves s'accumulaient. La stratégie du lieutenant Moreau porta ses fruits plus rapidement qu'il ne l'avait espéré. Confronté au nom de Richard Mercier lors d'un nouvel interrogatoire, le plus jeune des deux braconniers, Julien Berger, avait visiblement tressailli. Un geste infime, presque imperceptible, mais suffisant pour un enquêteur expérimenté. « Je vois que ce nom vous dit quelque chose, monsieur Berger », avait calmement remarqué le lieutenant, observant attentivement les micro-expressions qui trahissaient le malaise croissant du suspect. « Je ne vois pas de qui vous parlez », avait balbutié Julien, évitant soigneusement le regard du gendarme. « Richard Mercier, de l'Office français de la biodiversité, un homme très respecté dans le milieu de la conservation. Étrange qu'il apparaisse dans les contacts récents de votre téléphone, vous ne trouvez pas ? C'était un bluff, les analyses téléphoniques n'avaient pas encore révélé de lien direct. Mais le coup porta. Le visage de Julien se décomposa. « Je veux un avocat », murmura-t-il faiblement. Le lieutenant sourit intérieurement. La demande d'un avocat était en soi une forme d'aveu. Les innocents cherchaient généralement à s'expliquer, pas à se protéger légalement. « Bien sûr », acquiesça-t-il en se levant. « Mais sachez que votre complice est en train de parler dans la salle d'à côté. Celui qui parlera le premier obtiendra la meilleure offre du procureur. » Un autre bluff, mais efficace. Les yeux de Julien s'écarquillèrent. « C'est Mercier qui nous a embauchés.
lâcha-t-il précipitamment. Il nous a donné les coordonnées exactes, nous a dit quand agir, comment procéder. Il a même fourni le matériel spécialisé. Le lieutenant dut faire un effort considérable pour masquer sa satisfaction. « Continuez », encouragea-t-il doucement. Il travaille pour un réseau international. Des acheteurs privés, principalement en Asie et dans les pays du Golfe. Les lynx roux sont particulièrement recherchés, surtout les jeunes qui peuvent être dressés. Ils se vendent jusqu'à 50 000 € pièce sur ce marché. Une somme vertigineuse qui expliquait bien des choses. Le lieutenant prit soigneusement des notes, laissant Julien déverser son flot de confessions. Avec ces informations, il pourrait enfin démanteler le réseau, ou du moins une partie. À 10 kilomètres de là, ignorant que son nom venait d'être cité dans une salle d'interrogatoire, Richard Mercier pénétrait dans le centre administratif du parc national. Sa visite n'était pas prévue. Officiellement, il venait prendre des nouvelles suite à l'incident médiatisé des lynx braconnés. Elsa, qui revenait tout juste de sa réunion avec le lieutenant Moreau, sentit son cœur bondir dans sa poitrine en apercevant Mercier dans le couloir principal. Il discutait avec Laurent, son sourire affable habituel aux lèvres, comme si de rien n'était. « Richard, quelle surprise !» s'exclama-t-elle en s'approchant, s'efforçant de paraître normale malgré l'adrénaline qui pulsait dans ses veines. « Elsa, ma chère », la salua Mercier en lui serrant chaleureusement la main. « Je venais justement aux nouvelles. Cette histoire de braconnage a fait grand bruit jusqu'à Strasbourg. » Son regard était direct, sa poignée de main ferme. Rien dans son attitude ne trahissait la moindre culpabilité. Si Elsa n'avait pas vu la photo le montrant avec Kovacs, elle n'aurait jamais soupçonné cet homme distingué aux tempes grisonnantes, dont la réputation dans le domaine de la conservation était presque légendaire. « Une affaire malheureuse », répondit-elle prudemment. « Heureusement, les chatons ont pu être rendus à leur mère. »« Oui, j'ai vu les magnifiques photos de votre Thomas Rivière, » acquiesça Mercier. « Un travail remarquable. D'ailleurs, j'aimerais en discuter plus en détail avec vous. Peut-être autour d'un café ?» Son ton était badin, mais Elsa perçut une note sous-jacente qu'elle n'arrivait pas à identifier. De l'insistance, de l'inquiétude. « Bien sûr, » accepta-t-elle. « Laissez-moi juste déposer ces dossiers et je suis à vous. » Dans son bureau, elle envoya rapidement un SMS au lieutenant Moreau. « Mercier est ici. Me propose un café. Des instructions ?» La réponse fut quasi instantanée. « Accepté. Faites-le parler. Nous arrivons. » Le cœur battant, Elsa rejoignit Mercier à la cafétéria du centre. Il avait déjà commandé 2 cafés et s'était installé à une table isolée, près de la baie vitrée qui offrait une vue imprenable sur la forêt. « Magnifique, n'est-ce pas ?» commenta-t-il en désignant le paysage. « C'est pour préserver cette beauté que nous faisons ce métier, après tout. » Elsa s'assit en face de lui, tentant de déchiffrer l'homme qui se cachait derrière ce masque de respectabilité. Était-il possible que toute sa carrière n'ait été qu'une façade? « Richard, » commença-t-elle, optant pour une approche directe. « Vous semblez particulièrement intéressé par cette famille de lynx. Pourquoi exactement ?» Un éclair, si bref qu'elle faillit le manquer, traversa le regard de Mercier. Puis son visage reprit cette expression affable qui semblait être sa signature. « Simple curiosité professionnelle, ma chère. Une réintroduction réussie, une reproduction en milieu naturel, c'est exactement ce que nous espérions. » Et puis, il se pencha légèrement en avant, baissant la voix. « Entre nous, l'Office envisage d'étendre le programme à d'autres massifs. Le succès de votre Luna pourrait servir d'argument décisif auprès des financeurs. » Elsa sentit un frisson lui parcourir l'échine. Si Mercier disait vrai, ce serait une avancée majeure pour la conservation du lynx en France. Mais s'il mentait... « Les lynx sont fascinants, n'est-ce pas ?» poursuivit-il, sirotant son café. « Savez-vous que dans certaines cultures, ils sont considérés comme des animaux magiques ? Au Qatar, posséder un lynx est un symbole de statut social inégalé. »
Le Qatar? Répéta Elsa, le cœur battant. Mercier venait-il vraiment de mentionner l'un des marchés cités par les braconniers? Le sourire de Mercier s'évanouit légèrement. Simple exemple culturel, bien sûr. La fascination humaine pour les félins sauvages est universelle, malheureusement. Un silence inconfortable s'installa. Elsa cherchait désespérément un moyen de maintenir la conversation sans éveiller les soupçons de Mercier. « Les petits ont grandi étonnamment vite, dit-elle finalement. Ils commencent déjà leur première leçon de chasse. » Vraiment. Les yeux de Mercier s'animèrent d'un intérêt qui semblait authentique. C'est plus précoce que la moyenne. Ont-ils déjà quitté le territoire immédiat du refuge? La question paraissait innocente, mais Elsa se raidit imperceptiblement. Pourquoi voulait-il savoir cela? Pas encore, mentit-elle. Luna les garde près du refuge. Ils sont encore très jeunes. Mercier hocha la tête, semblant absorber l'information. Sage décision de la part de cette mère. Les prédateurs, y compris humains, sont partout. Était-ce une menace voilée? Elsa n'eut pas le temps d'approfondir cette pensée. La porte de la cafétéria s'ouvrit, révélant le lieutenant Moreau flanqué de 2 gendarmes. Richard Mercier appela le lieutenant en s'approchant de leur table. Mercier se retourna, son visage trahissant momentanément la surprise, avant de reprendre son expression cordiale habituelle. « Lieutenant, que puis-je pour vous ?» Richard Mercier, je vous arrête pour complicité de braconnage et implication dans un réseau de trafic d'espèces protégées. Vous avez le droit de garder le silence. Le monde sembla s'arrêter autour d'Elsa. Elle observait la scène comme à travers un brouillard, voyant Mercier se lever lentement, son visage désormais dépourvu de toute expression, tandis que le lieutenant lui passait les menottes. « C'est ridicule », protesta Mercier, sa voix remarquablement calme. « Une erreur judiciaire monumentale. Mon avocat va vous... » « Vos complices ont parlé, monsieur Mercier », l'interrompit le lieutenant. « Nous avons également des preuves de vos contacts avec Anton Kovacs, sans parler des transactions financières suspectes identifiées dans vos comptes. » Pour la première fois, le masque de Mercier se fissura complètement. Son regard croisa celui d'Elsa, et ce qu'elle y vit la glaça. Plus de cordialité, plus de chaleur professionnelle. Juste une froide fureur et quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous êtes impliquée, Elsa, » dit-il doucement alors que les gendarmes l'emmenaient. « Aucune idée. » Ces mots résonnèrent dans son esprit longtemps après que Mercier eut disparu, escorté vers une voiture de police. Qu'avait-il voulu dire? Était-ce une menace? Un avertissement? Le lieutenant s'approcha d'elle, interrompant ses réflexions. « Vous avez bien joué le jeu, Elsa. Grâce à vous, nous avons pu l'arrêter sans esclandre. Vous pensez que c'est terminé? » Le lieutenant secoua la tête. « Mercier n'est qu'un maillon d'une chaîne bien plus grande. Mais c'est un début. Et surtout, Luna et ses petits sont désormais plus en sécurité. » Pendant que les humains démêlaient leurs intrigues, la vie continuait dans la forêt. Luna avait mené ses petits près d'un ruisseau où elle leur enseignait une autre compétence essentielle, la pêche. Les lynx roux, contrairement à leurs cousins boréaux, n'étaient pas des pêcheurs naturels, mais Luna avait développé cette aptitude, s'adaptant aux ressources disponibles dans son territoire. Ombre, toujours plus aventureux, tentait maladroitement d'imiter sa mère, ses petites pattes frappant l'eau avec plus d'enthousiasme que de précision. Étoile, plus méthodique, observait attentivement avant de tenter sa chance, réussissant presque à attraper un petit vaéron. Luna observait ses petits avec ce qui ressemblait à de la fierté. Ils grandissaient bien, développaient leurs instincts naturels malgré leurs mésaventures avec les humains. Bientôt, il serait capable de chasser seul, et dans quelques mois, il quitterait son territoire pour établir le leur. C'était le cycle éternel de la vie sauvage, un cycle que des hommes comme Richard Mercier avaient tenté de briser pour leur profit personnel.
Les paroles énigmatiques de Mercier continuaient de hanter Elsa alors qu'elle retournait à ses tâches quotidiennes. Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous êtes impliqué. La menace sous-jacente la suivait comme une ombre, s'infiltrant dans ses pensées aux moments les plus inattendus. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrestation spectaculaire au centre du parc. Une semaine pendant laquelle le lieutenant Moreau l'avait régulièrement tenu informé des avancées de l'enquête. Les révélations s'accumulaient, dessinant un réseau international de trafic d'espèces protégées bien plus vaste et organisé que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Mercier n'était qu'un intermédiaire, lui avait expliqué le lieutenant lors de leur dernier appel. Certes, un intermédiaire de luxe avec ses contacts dans les ministères et les organisations internationales, mais pas le cerveau de l'opération. Ce matin-là, Elsa parcourait la forêt d'un pas décidé, se dirigeant vers le poste d'observation où Thomas l'attendait. Malgré l'arrestation de Mercier, les mesures de sécurité autour de Luna et ses petits n'avaient pas été relâchées. Au contraire, elles avaient été renforcées sur insistance du lieutenant. « Si je comprends bien, vous n'avez toujours pas identifié la tête du réseau », avait remarqué Elsa. « Nous avons des pistes », avait répondu prudemment le lieutenant. « Mais tant que nous n'aurons pas tous les acteurs clés, je préfère maintenir une vigilance maximale. » Thomas lui fit signe depuis la cabane d'affût lorsqu'elle émergea dans la petite clairière. Son visage habituellement jovial était marqué par une concentration intense. « Tu tombes bien » chuchota-t-il en lui tendant ses jumelles. « Regarde dans la direction de ce grand être mort, à environ 200 mètres. » Elsa ajusta la mise au point et retint son souffle. Luna et ses petits étaient là en pleine leçon de camouflage. La mère lynx, pratiquement invisible malgré sa taille, se fondait parfaitement dans les hautes herbes et les jeux d'ombre. Les chatons tentaient d'imiter sa posture, avec un succès variable. Ombre, fidèle à sa nature impétueuse, bougeait trop souvent, trahissant sa position. Étoile, en revanche, montrait une aptitude remarquable pour l'immobilité, sa petite silhouette tachetée presque indiscernable dans le sous-bois. « Ils progressent incroyablement vite », murmura Thomas avec admiration. « À ce rythme, ils seront autonomes bien avant l'hiver. » Elsa acquiesça, ne pouvant s'empêcher de ressentir une bouffée de fierté, comme si ces petits êtres sauvages étaient un peu les siens. Après tout, sans son intervention, ils seraient probablement déjà morts, ou captif dans quelque palais doré à l'autre bout du monde. Son téléphone vibra doucement dans sa poche. Un message du lieutenant Moreau. « Urgent, appelez-moi dès que possible. » S'excusant auprès de Thomas, elle s'éloigna de quelques pas pour passer l'appel. « Lieutenant, du nouveau ? » « On vient d'interpeller Anton Kovacs », annonça le lieutenant sans préambule. « À la frontière suisse. Il tentait de quitter le pays avec de faux papiers. » Elsa sentit son pouls s'accélérer. C'était une avancée majeure dans l'enquête. « Il a parlé ? » ?»« Pas encore. Mais nous avons trouvé des documents dans son véhicule, des listes de clients, des itinéraires, des points de rendez-vous. » « Et Luna, ses petits, ils étaient mentionnés ?» Il y eut un bref silence à l'autre bout de la ligne. « Oui, avec une date, demain. » Elsa sentit un frisson glacé parcourir son échine. « Vous pensez qu'ils vont tenter quelque chose malgré l'arrestation de Mercier ? Ces réseaux sont comme des hydres. Vous coupez une tête, 2 repoussent. Mercier et les 2 braconniers étaient remplaçables. Nous avons renforcé les patrouilles dans le secteur, mais je préfère vous prévenir. Soyez extrêmement vigilante. » Après avoir raccroché, Elsa resta un moment immobile, le regard perdu dans les profondeurs de la forêt. La menace qui planait sur Luna et ses petits prenait soudain une dimension plus concrète, plus immédiate. De retour à la cabane d'affût, elle partagea les informations avec Thomas dont le visage s'assombrit. « Demain, tu crois qu'il serait assez fou pour tenter quelque chose en plein jour ? » « Je ne sais pas, » admit Elsa. « Mais on ne peut pas prendre de risques. Je vais contacter Marc et Sandra pour organiser des tours de garde supplémentaires. »
Thomas hocha la tête, puis reporta son attention sur sa longue vue. « Ils ont bougé », annonça-t-il. « Luna les emmène vers le ruisseau. » Ils observèrent en silence la petite famille qui se déplaçait furtivement entre les arbres. Luna en tête, les chatons la suivant avec une concentration touchante, imitant chacun de ses mouvements. La grâce naturelle de ces félins, leur adaptation parfaite à leur environnement, contrastait douloureusement avec la menace humaine qui pesait sur eux. « Je ne comprends pas », murmura Thomas après un long moment. « Pourquoi risquer une opération maintenant? Avec toute l'attention médiatique, la surveillance renforcée… » Elsa réfléchit, les paroles de Mercier résonnant encore dans son esprit. Peut-être que c'est justement ce qu'ils veulent, faire une démonstration de force, montrer que rien ne peut les arrêter. Ou peut-être qu'ils sont désespérés, suggéra Thomas. Si ces chatons étaient déjà promis à un acheteur important. L'idée était dérangeante mais plausible. Dans le monde du trafic d'espèces protégées, certains acheteurs, oligarques, princes, collectionneurs fortunés, n'acceptaient pas qu'on leur dise non. La journée s'écoula dans une tension palpable. Elsa coordonna par téléphone le renforcement de la surveillance avec ses collègues, tout en maintenant un œil attentif sur Luna et ses petits. Marc et Sandra arrivèrent en milieu d'après-midi pour prendre le relais, permettant à Elsa et Thomas de retourner brièvement au centre pour se restaurer et préparer l'équipement nécessaire pour la nuit. « Tu devrais rentrer te reposer », suggéra Laurent lorsqu'il les croisa dans le couloir principal. « Tu as l'air épuisé. »« Impossible », répondit Elsa en secouant la tête. « Pas avec ce qui se prépare. » Laurent l'observa un moment, son expression indéchiffrable. « Tu prends cette histoire très à cœur. »« Pas toi », rétorqua-t-elle avec plus de vivacité qu'elle n'en avait l'intention. « Bien sûr que si », répondit-il doucement. « Mais nous ne pouvons pas sauver toutes les créatures de cette forêt, Elsa. La nature suit son cours, avec ou sans notre intervention. » Quelque chose dans sa voix, dans son regard, mit Elsa mal à l'aise. Ce n'était pas la première fois que Laurent tenait ce genre de discours fataliste. Mais aujourd'hui, ses paroles semblaient porter un poids différent. « La nature suit son cours, oui », concéda-t-elle. « Mais le braconnage n'a rien de naturel. C'est notre responsabilité d'y mettre fin. » Laurent haussa les épaules avec une indifférence qui la surprit. « Comme tu voudras, mais ne te tue pas à la tâche pour des animaux qui, de toute façon, finiront par mourir un jour ou l'autre. » Il s'éloigna avant qu'elle ne puisse répondre, la laissant avec un sentiment de malaise croissant. Laurent avait toujours été pragmatique, parfois cynique, mais jamais à ce point détaché du bien-être des animaux dont ils avaient la charge. C'était étrange, commenta Thomas, qui avait assisté à l'échange. Très, confirma Elsa, fronçant les sourcils. Une pensée troublante traversa son esprit. Et si? Non, c'était absurde. Laurent était directeur adjoint du parc depuis plus de 10 ans. Son dévouement à la cause environnementale ne pouvait être feint pendant si longtemps, et pourtant les paroles de Mercier continuaient de résonner. Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous êtes impliqué. De retour dans la forêt, alors que le crépuscule étendait ses ombres allongées entre les arbres, Elsa ne pouvait chasser cette inquiétude lancinante. Elle examina attentivement les environs de la cabane d'affût, vérifiant que rien n'avait été dérangé pendant leur absence. Tout est en ordre, la rassura Marc. Luna est revenue vers son refuge principal il y a environ 1 heure. Les petits semblaient fatigués après leur journée d'apprentissage. Sandra, qui réglait l'une des caméras de surveillance, ajouta « Ils ont fait des progrès impressionnants aujourd'hui. Ombre a presque attrapé un écureuil. Sa technique d'approche s'améliore. » La nuit tomba sur la forêt, transformant le paysage familier en un monde de silhouettes et de murmures. Dans la cabane d'affût, Elsa, Marc et Thomas se relayaient pour maintenir une surveillance constante, leur sens en alerte.
Sandra était retournée au centre pour préparer le matériel d'intervention d'urgence au cas où les braconniers tenteraient effectivement quelque chose. Elsa, incapable de trouver le sommeil malgré la fatigue qui pesait sur ses épaules, scrutait la forêt à travers la lunette de vision nocturne. Le monde apparaissait dans des teintes verdâtres, les contours des arbres et des buissons étrangement nets dans l'obscurité. « Tu devrais essayer de dormir », murmura Marc, assis à côté d'elle. « Je peux prendre le relais. » Elle secoua la tête. « Je n'y arriverai pas. Pas avec cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. » Son collègue l'observa un moment en silence, puis demanda à voix basse « Qu'est-ce qui te tracasse vraiment, Elsa, au-delà de la menace immédiate sur Luna et ses petits ?» Elsa hésita. Ses soupçons concernant Laurent lui semblaient à la fois absurdes et terriblement plausibles. Pouvait-elle les partager avec Marc sans paraître paranoïaque? « C'est Laurent », admit-elle finalement. Son comportement aujourd'hui, quelque chose clochait. Marc fronça les sourcils. Comment ça? Son détachement, sa façon de parler des lynx comme s'ils n'étaient que des objets jetables. Ce n'est pas le Laurent que je connais depuis 10 ans. Il est sous pression, suggéra Marc. Toute cette affaire a attiré beaucoup d'attention médiatique. Le ministère doit lui mettre la pression. Elsa secoua la tête. C'est plus que ça. Et puis, il y a ce que Mercier a dit avant d'être emmené, que je n'avais aucune idée dans quoi je m'étais impliqué. Tu penses que Laurent pourrait être lié au réseau de trafiquants? Marc semblait sceptique, mais pas totalement incrédule. Je ne sais pas, soupira Elsa. Ça semble fou, mais... Elle fut interrompue par un léger mouvement dans son champ de vision. Immédiatement, elle ajusta la mise au point de sa lunette. À environ 100 mètres de leur position, une silhouette féline se déplaçait furtivement entre les arbres. « Luna », murmura-t-elle. « Elle chasse. » Marc se pencha pour observer à son tour. « Seule? Où sont les petits? » Probablement cachés dans le refuge. Elle doit estimer qu'ils sont suffisamment en sécurité pour les laisser brièvement. Ils suivirent la progression silencieuse du lynx, admirant malgré eux la grâce parfaite de ses mouvements. Luna était dans son élément, invisible pour tout observateur non équipé comme il l'était. Une prédatrice parfaite, évoluant dans son domaine avec une assurance née de milliers d'années d'évolution. Soudain, elle s'immobilisa, tous ses sens en alerte. Ses oreilles pivotèrent, captant un son qu'eux-mêmes ne pouvaient percevoir depuis leur position. Puis, comme frappée par un choc électrique, elle fit volte-face et se précipita dans la direction opposée, retournant vers son refuge à une vitesse stupéfiante. « Quelque chose ne va pas », murmura Elsa, son cœur s'accélérant. « Réveille Thomas, je préviens le lieutenant. » Alors qu'elle sortait son téléphone, un bruit sourd résonna dans la forêt. Pas un coup de feu, quelque chose de plus étouffé, comme un dart tranquillisant. « Merde !» jura Marc en secouant vigoureusement Thomas. « Ils sont là. » En quelques secondes, les 3 gardes forestiers étaient en alerte, équipés et prêts à intervenir. Elsa avait déjà contacté le lieutenant Moreau, dont les équipes se trouvaient à moins de 10 minutes de leur position. « On ne peut pas attendre », décida-t-elle. « Si Luna a été touchée par un tranquillisant, les petits sont sans défense. » Ils quittèrent la cabane d'affût, se déplaçant aussi silencieusement que possible dans le sous-bois obscur. Leurs lampes frontales étaient éteintes pour ne pas trahir leur présence, les obligeant à se fier à leur connaissance du terrain et aux faibles lueurs de la lune filtrées par la canopée. À mesure qu'ils approchaient du refuge de Luna, Elsa sentait une appréhension croissante. Et si c'était un piège? Si les braconniers les attendaient? Un faible miaulement parvint à leurs oreilles, un son de détresse qui glaça le sang d'Elsa. L'un des chatons. « Par là » chuchota-t-elle, désignant un enchevêtrement de rochers et de racines qui formaient le refuge actuel de la famille de lynx.
Ils progressèrent avec une prudence redoublée, chacun scrutant les ombres à la recherche du moindre mouvement suspect. Le miaulement se répéta, plus urgent cette fois. Soudain, une silhouette se détacha des ténèbres, à peine à 10 mètres devant eux. Instinctivement, Marc braqua sa lampe. Le faisceau révéla un visage qu'ils connaissaient tous. Laurent, le directeur adjoint du parc. Dans ses bras, se débattant faiblement, l'un des chatons de Luna. Laurent? La voix d'Elsa trahissait son incrédulité mêlée d'horreur. Qu'est-ce que tu fais? Le visage du directeur adjoint était étrangement calme, presque serein. Je me demandais combien de temps il vous faudrait pour comprendre, dit-il simplement. Lâche ce chaton, ordonna Marc, sa voix devenue dure comme l'acier, tout de suite. Laurent eut un petit rire sans joie. Ou quoi, Marc? Vous allez me tirer dessus? Je suis votre supérieur hiérarchique, je vous rappelle. Plus maintenant, intervint Thomas, qui avait discrètement activé l'enregistreur de son téléphone. Où est l'autre chaton? Et Luna? Le regard de Laurent se durcit. L'autre chaton est en sécurité. Quant à Luna, disons qu'elle fait une petite sieste. La dose de tranquillisant qu'elle a reçue la tiendra endormie jusqu'à demain matin. Elsa sentit une rage froide l'envahir. C'était toi depuis le début. Pas Mercier. Mercier n'était qu'un pion, confirma Laurent avec un haussement d'épaule désinvolte. Utile, certes, avec ses contacts dans les ministères, mais remplaçable. Pourquoi? La question d'Elsa contenait toute sa douleur, toute sa déception. Cet homme qu'elle respectait, avec qui elle avait travaillé pendant des années. L'argent, bien sûr, répondit Laurent comme si c'était une évidence. Tu as une idée de ce que rapporte un chaton de lynx roux en bonne santé sur le marché noir? Plus que mon salaire annuel, et avec 2 spécimens, tu es répugnant, cracha Marc. Laurent soupira, comme ennuyé par leur incompréhension. Ne soyez pas si mélodramatique. Ces animaux ne sont pas différents des chiens ou des chats que nous élevons pour notre plaisir. Ils vivront dans le luxe, choyés par leurs propriétaires. Ce sont des animaux sauvages, protesta Elsa. Ils appartiennent à la forêt, pas à une cage dorée au bout du monde. Une vision bien romantique, railla Laurent. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un client qui attend. Il commença à reculer, serrant toujours le chaton contre lui. Le petit félin, que Thomas identifia comme étant Étoile, miaulait pitoyablement, cherchant sa mère et son frère. « Tu ne sortiras pas de cette forêt avec ce chaton », prévint Elsa, avançant d'un pas. « Le lieutenant Moreau et ses hommes seront là d'une minute à l'autre. » Un sourire mauvais déforma les lèvres de Laurent. « Tu crois vraiment que je n'ai pas prévu d'issue de secours? Je connais cette forêt mieux que quiconque. Et mes associés m'attendent juste à la frontière du parc. » Comme pour confirmer ses dires, le bruit d'un moteur rompit soudain le silence nocturne. Un quad, probablement, attendant à quelques centaines de mètres. « Je ne vous demanderai qu'une chose, » poursuivit Laurent. « Ne me suivez pas. Je n'ai aucune envie de vous faire du mal, mais mes associés n'auront pas les mêmes scrupules. » C'est alors qu'un grondement sourd s'éleva des buissons derrière Laurent. Un grondement que tous reconnurent immédiatement. Luna. Le visage de Laurent se décomposa. « Impossible, » murmura-t-il. La dose était suffisante pour assommer un ours. « On dirait que tu as sous-estimé une mère déterminée à protéger ses petits, » observa Elsa, un sourire froid aux lèvres. Luna émergea des ténèbres, son pelage hérissé, ses yeux brillants d'une fureur sauvage. Elle titubait légèrement, visiblement affectée par le tranquillisant, mais bien consciente, et mortellement dangereuse. Laurent, paralysé par la peur, serrait toujours Étoile contre lui. Le chaton, sentant sa mère proche, redoubla ses miaulements désespérés. « Ne bouge pas », souffla Elsa à l'intention de Laurent. Lâche doucement le chaton au sol et recule lentement. Le visage de Laurent, habituellement si composé,
trahissait maintenant une terreur primitive. Face à lui, Luna avançait pas à pas, chaque muscle de son corps tendu comme un ressort, prête à bondir. « Elle va me tuer », murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Pas si tu lui rends son petit », répondit Elsa, s'efforçant de maintenir un ton calme malgré l'adrénaline qui pulsait dans ses veines. « Maintenant, Laurent. » Comme au ralenti, le directeur adjoint s'accroupit et déposa délicatement Étoile sur le sol. Le chaton, momentanément désorienté, resta immobile, puis émit un miaulement plaintif en direction de sa mère. Luna s'arrêta, son regard alternant entre son petit et l'homme qui l'avait capturé. La tension était palpable, l'air chargé d'électricité. Personne n'osait respirer. Puis, dans un mouvement si fluide qu'il semblait irréel, Luna contourna Laurent et s'approcha d'Étoile. D'un geste doux mais ferme, elle saisit le chaton par la peau du cou et recula de quelques pas, ses yeux toujours fixés sur les humains. Laurent, voyant sa chance, tenta de s'éloigner discrètement. Mais Marc était déjà sur lui, l'immobilisant d'une clé de bras experte. « Où est l'autre chaton ?» exigea-t-il, resserrant légèrement sa prise. Laurent grimaça de douleur. « Dans mon sac, près du grand chêne creux, à une centaine de mètres vers l'est. » Thomas était déjà parti en courant dans la direction indiquée, sa lampe frontale trouant l'obscurité. Elsa, quant à elle, restait immobile, observant Luna qui s'était arrêtée à bonne distance, son précieux fardeau toujours délicatement maintenu entre ses crocs. « Merci », murmura-t-elle à l'animal sauvage, sachant pertinemment que le lynx ne comprenait pas ses paroles, mais ressentant le besoin irrépressible d'exprimer sa gratitude. Les minutes qui suivirent semblèrent s'étirer indéfiniment. Marc maintenait fermement Laurent, qui avait cessé de se débattre, comprenant sans doute la futilité de sa situation. Elsa restait en communication avec le lieutenant Moreau, guidant ses équipes à travers la forêt nocturne, et tous attendaient anxieusement le retour de Thomas avec Ombre. Quand il réapparut enfin, son visage illuminé par un sourire de soulagement, Elsa sentit un poids énorme s'envoler de ses épaules. Dans les bras de Thomas, lové contre sa poitrine, Ombre semblait en bonne santé, bien que visiblement perturbé. « Il était endormi dans le sac », expliqua Thomas à voix basse. « Probablement drogué, mais ses signes vitaux semblent normaux. » Luna, qui n'avait pas quitté sa position d'observation, émit un doux ronronnement à la vue de son second chaton. Étoile, désormais posée au sol près d'elle, tentait maladroitement de se libérer de l'emprise maternelle pour rejoindre son frère. « Comment allons-nous procéder ?» demanda Marc, désignant d'un signe de tête le chaton que Thomas tenait toujours. Elsa réfléchit rapidement. La situation était délicate. Ombre devait être rendue à sa mère, mais s'approcher de Luna dans son état actuel, à la fois droguée et en mode protection, comportait des risques évidents. « Pose-le au sol », décida-t-elle finalement. « À mi-chemin entre nous et Luna. Laissons-la venir le chercher quand elle se sentira en sécurité. » Thomas s'exécuta, déposant délicatement Ombre sur un tapis de mousse. Le chaton, encore groggy, tenta de se lever mais retomba aussitôt, émettant un miaulement confus. Ce son sembla galvaniser Luna. Sans hésitation, elle avança vers son second petit, toujours emportant Étoile. Arrivée près d'Ombre, elle le renifla minutieusement, comme pour s'assurer de son état de santé. Puis, dans une manœuvre qui impressionna même les gardes forestiers expérimentés, elle manipula Étoile pour le déposer à côté de son frère, avant de commencer à les lécher tous deux vigoureusement. « Elle les nettoie de notre odeur », murmura Marc, fasciné par la scène qui se déroulait devant eux. Le bruit des véhicules approchant rompit la magie du moment. Les phares des voitures de gendarmerie illuminèrent la forêt à travers les arbres, annonçant l'arrivée imminente des renforts. « On devrait s'éloigner », suggéra Elsa, ne voulant pas effrayer davantage Luna. « Laissons-lui de l'espace pour emmener ses petits en sécurité. »
Traînant un Laurent désormais silencieux et résigné, ils se dirigèrent vers la lumière des phares. Le lieutenant Moreau les accueillit, son visage grave s'éclairant légèrement à la vue du prisonnier. « Laurent Dufresne, dit-il en hochant la tête. J'aurais dû m'en douter. Vos transactions financières étaient trop bien dissimulées pour un amateur. Vous ne comprenez pas l'ampleur de ce dans quoi vous vous immiscez, répliqua Laurent, retrouvant un peu de sa morgue habituelle malgré sa situation. Des gens puissants sont impliqués. Nous le découvrirons bien assez tôt, répondit calmement le lieutenant en faisant signe à ses hommes de le menotter. Vous aurez tout le temps de nous en parler au commissariat. Alors que les gendarmes emmenaient Laurent, Elsa sentit une vague d'épuisement la submerger. La tension de ces dernières heures, l'adrénaline qui retombait, tout cela lui pesait soudain comme une chape de plomb. « Les lynx ?» demanda le lieutenant, remarquant son état. « En sécurité », répondit-elle avec un faible sourire. « Luna a récupéré ses deux petits. Elle va probablement les emmener loin d'ici, dans un nouveau refuge. Vous avez fait du bon travail, la félicita le lieutenant. Tous les trois. Ce réseau opérait depuis des années. Grâce à vous, nous avons enfin une chance de le démanteler complètement. » Thomas, qui observait attentivement les alentours avec ses jumelles nocturnes, les interrompit doucement. « Regardez. » À la lisière de la clairière illuminée par les phares, Luna se tenait immobile, ombre dans sa gueule. Étoile, visiblement plus remis de son aventure, se tenait près d'elle, observant la scène avec une curiosité touchante. « Elle nous observe, » murmura Marc. « Elle s'assure que la menace est écartée. » Pendant quelques secondes magiques, le regard d'Elsa croisa celui de la mère lynx. Un regard ambré, profond, insondable. Un regard qui semblait contenir toute la sagesse sauvage de la forêt. Puis, aussi silencieusement qu'elle était apparue, Luna se fondit dans les ténèbres, ses petits avec elle. « Ils s'en remettront », affirma Sandra qui venait de les rejoindre, son kit vétérinaire à la main. « Les lynx sont incroyablement résilients, et Luna est une mère exceptionnelle. » Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. Les gendarmes sécurisèrent la zone, récoltèrent des preuves, interrogeaient Elsa et ses collègues sur les événements de la nuit. Un autre groupe avait été envoyé intercepter les associés de Laurent qui attendaient à la frontière du parc, une opération qui s'était soldée par 2 arrestations supplémentaires. Alors que l'aube commençait à pointer, teintant le ciel d'une lueur rosée, Elsa s'éloigna un moment de l'agitation. Elle avait besoin de calme, de solitude, pour traiter tout ce qui s'était passé. S'appuyant contre un arbre, elle ferma les yeux, laissant les sons de la forêt qui s'éveillaient l'envelopper. Un bruissement léger la fit sursauter. Ouvrant les yeux, elle scruta les buissons environnants, tous ses sens en alerte. Était-ce? Oui. À une vingtaine de mètres, partiellement dissimulée par le sous-bois, Luna l'observait. Seule cette fois, ses petits probablement cachés en sécurité. Les 2 femelles, l'une humaine, l'autre féline, se regardèrent longuement, dans un dialogue silencieux que seuls ceux qui ont vécu au plus près de la nature peuvent comprendre. Puis Luna disparut, aussi furtivement qu'elle était venue, laissant Elsa avec la certitude profonde que, malgré le traumatisme de cette nuit, la petite famille survivrait. Plus que survivre, elle prospérerait, sauvage et libre comme elle était destinée à l'être. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsqu'Elsa fut finalement autorisée à rentrer chez elle. Les dépositions, les rapports, les explications détaillées aux autorités avaient pris des heures. Elle était épuisée, physiquement et émotionnellement, mais étrangement sereine. Luna et ses petits étaient saufs. Le réseau de trafiquants, du moins sa branche française, était en cours de démantèlement. La justice suivrait son cours. « Tu devrais prendre quelques jours », lui avait suggéré le lieutenant Moreau avant de la laisser partir. « Tu les as bien mérités. » Mais Elsa savait qu'elle ne pourrait pas rester loin de la forêt.
loin de Luna et ses petits. Pas maintenant. Elle avait besoin de s'assurer qu'il s'adaptait bien après ce traumatisme, qu'il retrouvait une routine normale. Après quelques heures de sommeil agité, elle retourna au centre du parc. L'ambiance y était étrange, un mélange de choc, de trahison et de détermination renouvelée. La nouvelle de l'arrestation de Laurent s'était répandue comme une traînée de poudre, laissant l'équipe sous le choc. « Je n'arrive toujours pas à y croire », confia Sandra, assise dans la salle de réunion où une session de crise avait été organisée. Laurent, de tous les gens ici, c'était celui qui semblait le plus dévoué à la cause. « Les apparences sont trompeuses », répondit Marc avec amertume. « Il nous a tous manipulés pendant des années. » Le directeur du parc, Jean Bernier, convoqué en urgence de Strasbourg, tentait de maintenir un semblant d'ordre dans ce chaos. Un homme de terrain plus qu'un administrateur, il avait délégué la plupart des responsabilités quotidiennes à Laurent, se concentrant sur les relations avec les ministères et les financeurs. Une erreur qu'il regrettait amèrement aujourd'hui. « Nous allons tous devoir redoubler de vigilance », annonça-t-il à l'équipe réunie. Les révélations de Laurent aux enquêteurs suggèrent que d'autres réseaux pourraient cibler nos espèces protégées. Pas seulement les lynx, mais aussi les loups, les aigles, les castors. Elsa, assise au fond de la salle, écoutait d'une oreille distraite. Ses pensées étaient ailleurs, dans la forêt, avec Luna et ses petits. Dès que la réunion serait terminée, elle retournerait sur le terrain. « Elsa », l'interpella Jean alors que l'assemblée se dispersait. « Un mot en privé, s'il vous plaît. » Dans le bureau qui avait été celui de Laurent jusqu'à hier, le directeur semblait étrangement déplacé comme un visiteur dans son propre parc. « Je vous dois des excuses », commença-t-il sans préambule. « C'est grâce à votre intuition, votre dévouement que ce réseau a pu être démantelé. Si j'avais été plus présent, plus attentif, vous ne pouviez pas savoir. » L'interrompit doucement Elsa. Laurent trompait tout le monde depuis des années. Il était convaincant. Jean hocha la tête, mais le remords restait visible sur son visage vieilli prématurément par cette épreuve. « Je vais rester à la direction du parc de façon permanente désormais, » annonça-t-il. « Plus de délégations excessives. Et j'aimerais que vous preniez le poste de directrice adjointe. » La proposition prit Elsa totalement au dépourvu. « Moi ? Mais je suis garde forestière, pas administratrice. » C'est exactement ce dont le parc a besoin. Quelqu'un qui connaît le terrain, qui se soucie vraiment des animaux que nous protégeons. Pas un bureaucrate comme... Il laissa sa phrase en suspens, incapable de prononcer le nom de Laurent. « J'ai besoin d'y réfléchir, » répondit Elsa, sincèrement troublée par cette offre inattendue. « Prenez votre temps, » concéda Jean. « Mais sachez que toute l'équipe vous soutient déjà. Votre leadership naturel ces derniers jours n'est pas passé inaperçu. » 1 heure plus tard, Elsa marchait dans la forêt, se dirigeant vers le dernier endroit où Luna et ses petits avaient été aperçus. Les paroles de Jean résonnaient encore dans son esprit. Directrice adjointe. Un poste qui lui donnerait plus d'influence pour protéger les espèces menacées, mais qui la confinerait aussi davantage dans un bureau, loin du terrain qu'elle aimait tant. Thomas l'attendait près de la cabane d'affût, son appareil photo déjà installé sur un trépied. « Des nouvelles ?» demanda-t-elle en le rejoignant. « Rien depuis l'aube », répondit-il, sans quitter son viseur des yeux. « Mais j'ai installé des pièges photographiques sur un rayon de 2 kilomètres. Si Luna est toujours dans le secteur, nous le saurons. » Elsa s'installa à côté de lui, sortant ses jumelles pour scruter les sous-bois. Le printemps battait son plein, parant la forêt d'une explosion de vert tendre. Dans cette renaissance saisonnière, elle voulait voir un symbole d'espoir pour Luna et ses petits. « Tu crois qu'elle est partie ?» demanda-t-elle après un long moment de silence. Thomas réfléchit avant de répondre. « Pas trop loin. Les petits ne sont pas encore assez grands pour parcourir de longues distances. Et son territoire habituel offre tout ce dont elle a besoin. Mais après ce qui s'est passé,
Les animaux sauvages n'associent pas les lieux aux événements traumatisants de la même façon que nous, expliqua doucement Thomas. Luna évitera peut-être ce secteur précis pendant quelque temps, mais elle ne quittera pas un territoire riche en proies et en abris sûrs juste à cause d'une mauvaise expérience. Elsa hocha la tête, reconnaissant la sagesse dans ses paroles. Sa tendance à anthropomorphiser les animaux était un travers professionnel qu'elle tentait de corriger, sans toujours y parvenir. La journée s'écoula lentement, rythmée par les allers-retours aux différents pièges photographiques. Vers le milieu de l'après-midi, l'un d'eux livra enfin son trésor, une série de clichés montrant Luna et ses petits traversant une petite clairière à environ 1 kilomètre au nord-est de leur position. Ils ont l'air en forme, constata Thomas en examinant les images sur l'écran de son appareil. Regarde comme Ombre a déjà récupéré de sa sédation, et Étoile semble plus confiant aussi. Elsa sourit, un poids s'envolant de ses épaules. Les images ne mentaient pas. La petite famille semblait avoir surmonté l'épreuve avec une résilience remarquable. On devrait s'approcher, suggéra-t-elle, déjà impatiente de les observer directement. Juste assez pour confirmer qu'ils vont bien, puis on les laissera tranquilles. Thomas acquiesça, et ils se mirent en route, suivant un chemin qui les maintiendrait sous le vent, pour ne pas trahir leur présence par leur odeur. La progression était lente, chaque pas soigneusement calculé pour minimiser le bruit. Ils les trouvèrent dans une petite dépression naturelle, à l'abri d'un enchevêtrement de rochers et de végétation dense. À travers leurs jumelles, ils pouvaient observer la scène sans risquer de perturber la famille. Luna était allongée au soleil, ses yeux mi-clos dans une somnolence vigilante. Près d'elle, Ombre et Étoile se livraient à une bataille ludique, leurs petits corps souples s'entremêlant dans une chorégraphie de coups de patte et de morsures feintes. C'était exactement le comportement normal de jeunes lynx en bonne santé, un spectacle qui fit monter les larmes aux yeux d'Elsa. « Ils vont s'en sortir », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Thomas. Son collègue sourit, capturant quelques images discrètes de cette scène idyllique. Ils sont déjà en train de s'en sortir. La nature est d'une résilience incroyable quand on lui en laisse la chance. Comme pour confirmer ses paroles, Luna ouvrit soudain complètement les yeux, ses oreilles pivotant dans leur direction. Malgré toutes leurs précautions, elle avait détecté leur présence. Mais au lieu de rassembler précipitamment ses petits pour fuir, comme elle l'aurait fait normalement, elle se contenta de les observer fixement, immobile. « Elle nous reconnaît », souffla Thomas, stupéfait. Elsa n'en était pas si sûre. Les lynx n'étaient pas connus pour leur capacité à différencier les humains individuellement. Et pourtant, il y avait quelque chose dans ce regard direct, dans cette absence de peur immédiate. Peut-être qu'elle associe notre odeur à la sécurité retrouvée, suggéra-t-elle. Après tout, nous avons aidé à lui rendre ses petits. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans un calme relatif. L'affaire du trafic d'espèces protégées faisait toujours les gros titres des journaux régionaux et parfois même nationaux. Trahison au cœur d'un parc national, le directeur adjoint à la tête d'un réseau international de braconnage. Les révélations s'enchaînaient, chacune plus stupéfiante que la précédente. Laurent avait fini par coopérer avec les enquêteurs, comprenant que sa seule chance d'obtenir une peine réduite était de livrer ses complices. Ses confessions avaient mené à des arrestations en cascade, des fonctionnaires corrompus, des transporteurs spécialisés, des collectionneurs fortunés, et même un prince du Moyen-Orient qui possédait une ménagerie privée d'animaux protégés. Pour Elsa, cependant, ces développements semblaient lointains, presque abstraits. Sa réalité quotidienne était désormais rythmée par les observations régulières de Luna et ses petits, dont le développement accéléré la fascinait jour après jour. « Regarde comme ils ont grandi », murmura-t-elle à Thomas, alors qu'ils observaient discrètement la famille depuis leur poste habituel. En à peine un mois, les chatons avaient presque doublé de taille,
Leur pelage avait perdu cette douceur duveteuse caractéristique des très jeunes félins, remplacée par une fourrure plus dense, plus adaptée à la vie sauvage. Leurs mouvements, autrefois maladroits et hésitants, étaient désormais empreints d'une assurance grandissante. « Ombre a attrapé son premier lièvre hier », annonça Thomas avec une fierté presque paternelle, comme si le jeune lynx était son propre enfant. J'ai capturé toute la scène. Luna l'a laissé faire, intervenant seulement quand le lièvre a tenté de s'échapper. Elsa sourit. La relation qui s'était développée entre les gardes forestiers et cette famille de lynx défiait toutes les conventions professionnelles. Normalement, une telle proximité avec des animaux sauvages était découragée. L'objectif de leur travail était précisément de permettre à ces créatures de vivre sans intervention humaine. Mais les circonstances exceptionnelles avaient créé un lien unique. « Tu as pris ta décision ?» demanda soudain Thomas, changeant de sujet. La question la ramena brutalement aux réalités administratives qu'elle tentait d'éviter. Le poste de directrice adjointe. Jean attendait toujours sa réponse, patient mais insistant. « Pas encore », soupira-t-elle. « Une partie de moi sait que c'est une opportunité extraordinaire. Mais l'autre préférerait passer ses journées dans la forêt plutôt que derrière un bureau, compléta Thomas avec un sourire compréhensif. Elsa hocha la tête. Exactement. Et puis, il y a Luna et ses petits. Je sais que c'est idiot, mais j'ai l'impression que je leur dois quelque chose, que je ne peux pas les abandonner maintenant. Ce n'est pas idiot, la rassura Thomas. Sans toi, ils ne seraient plus là. C'est normal de se sentir responsable. Un bruit soudain attira leur attention. Luna s'était redressée, tous ses sens en alerte. Ses oreilles pivotaient, captant un son que les humains ne pouvaient apercevoir. Puis, d'un mouvement souple, elle rassembla ses petits et les guida vers un abri plus dense. « Quelqu'un approche », murmura Elsa, immédiatement sur ses gardes. Ils attendirent, immobiles, scrutant la forêt environnante. Quelques minutes plus tard, une silhouette émergea entre les arbres. Marc, leur collègue, qui les cherchait visiblement. « Par ici », appela doucement Thomas, soulagé qu'il ne s'agisse pas d'une menace. Marc les rejoignit rapidement, son expression trahissant une certaine urgence. « Je vous cherchais partout. Le lieutenant Moreau est au centre. Il veut vous voir tous les deux immédiatement. »« Un problème ?» s'inquiéta Elsa. « Je ne sais pas exactement, mais ça semble important. » Le lieutenant Moreau les attendait dans la salle de réunion, accompagné de Jean Bernier et de deux personnes qu'Elsa ne connaissait pas. Un homme d'une cinquantaine d'années à l'allure distinguée et une jeune femme en tailleur strict qui prenait des notes sur une tablette. « Ah, Elsa, Thomas », les accueillit le lieutenant. « Permettez-moi de vous présenter Maître Delcourt du ministère de la Transition écologique et Madame Chen, d'Interpol, division criminalité environnementale. » Les présentations faites, tous prirent place autour de la table. L'atmosphère était tendue, chargée d'une gravité qui mit immédiatement Elsa sur ses gardes. « Nous avons du nouveau concernant le réseau de Laurent Dufresne », commença le lieutenant. Grâce à sa coopération et aux investigations conjointes avec Interpol, nous avons identifié le commanditaire principal. Madame Chen prit le relais, son français impeccable teinté d'un léger accent. Il s'agit de Sayed Al-Najjar, un collectionneur qatari extrêmement fortuné et influent. Il possède l'une des plus grandes collections privées d'animaux exotiques au monde, souvent acquises par des moyens illégaux. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, poursuivit Maître Delcourt, c'est que nous avons des raisons de croire qu'il n'a pas renoncé à acquérir les lynx roux de votre parc. Un silence glacial s'abattit sur la salle. Elsa sentit son cœur se serrer. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-elle finalement. « Laurent est en prison, ses complices aussi. »« Al-Najjar dispose de ressources quasi illimitées, » expliqua Madame Chen. « Et surtout, il déteste perdre. D'après nos informations, il aurait déjà versé un acompte considérable pour ses lynx spécifiquement. »
Il les considère comme sa propriété. Nous avons intercepté des communications suggérant qu'une nouvelle tentative pourrait être imminente, ajouta le lieutenant. De nouveaux braconniers, probablement des professionnels cette fois, pas des amateurs comme ceux que Laurent employait. Jean Bernier, qui était resté silencieux jusque-là, intervint d'une voix tendue. « Que proposez-vous? Nous avons déjà renforcé la sécurité au maximum de nos capacités. » Maître Delcourt échangea un regard avec Madame Chen avant de répondre. « Nous envisageons une solution plus radicale, déplacer cette famille de lynx vers un autre parc national, peut-être même dans un autre pays européen. »« Les déplacer ?» s'exclama Elsa, incapable de contenir son indignation. « Mais c'est exactement ce que ces trafiquants essayent de faire, les arracher à leur habitat naturel. »« Pour les protéger », précisa doucement Madame Chen. « Temporairement, jusqu'à ce que nous ayons neutralisé complètement la menace. » Thomas, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole. « Ce serait catastrophique pour leur développement. Les petits sont en pleine phase d'apprentissage du territoire, et Luna vient à peine de s'adapter à ce nouvel environnement après avoir été dérangée une première fois. » Un débat animé s'ensuivit, chaque partie défendant sa position avec conviction. Les représentants des autorités insistaient sur la nécessité de protéger ces animaux précieux contre une menace très réelle. Elsa et Thomas plaidaient pour le respect de leur intégrité biologique et comportementale, argumentant que le stress d'une relocalisation pourrait être aussi dommageable qu'une tentative de braconnage. Jean Bernier écoutait attentivement les deux parties, son visage reflétant le dilemme auquel il était confronté. En tant que directeur du parc, la décision finale lui reviendrait largement. « N'y a-t-il pas une troisième option ?» demanda-t-il finalement, interrompant l'échange de plus en plus tendu. « Une façon de protéger ces lynx sans les déplacer ?» Un silence réfléchi suivit sa question. Puis, lentement, une idée commença à prendre forme dans l'esprit d'Elsa. « Et si, commença-t-elle prudemment, au lieu d'éloigner les lynx de la menace, nous attirions la menace dans un piège ?» Tous les regards se tournèrent vers elle, intrigués. « Continuez », l'encouragea le lieutenant, visiblement intéressé. « Si ces braconniers viennent pour Luna et ses petits, ils s'attendent à les trouver à un endroit précis. Nous pourrions orchestrer une mise en scène, faire croire que la famille est toujours dans son territoire habituel, alors qu'en réalité, nous les aurions temporairement déplacés vers une zone plus sécurisée du parc. » « Un leurre, » résuma Maître Delcourt, hochant lentement la tête. « Intéressant. Ce serait toujours un déplacement, » objecta Thomas, « mais à bien plus petite échelle, quelques kilomètres au lieu de centaines, et temporaire, quelques jours tout au plus. Pendant ce temps, » poursuivit Elsa, son plan se précisant à mesure qu'elle parlait, « vos équipes pourraient se tenir prêtes à intercepter les braconniers quand ils se montreront. » Le lieutenant Moreau échangea un regard avec Madame Chen. « Ça pourrait fonctionner. Nous n'arrêterions pas seulement les exécutants, mais nous obtiendrions peut-être des preuves directes contre Al-Najjar lui-même. »« C'est risqué, » tempéra Jean. « Beaucoup de variables à contrôler. » « Moins risqué que de bouleverser complètement l'équilibre de cette famille, » insista Elsa avec passion. « Luna commence tout juste à se sentir en sécurité. Ces petits progressent admirablement dans leur apprentissage. Les traumatiser à nouveau pourrait avoir des conséquences irréversibles sur leur développement. » La discussion se poursuivit encore un long moment, chaque aspect du plan étant minutieusement examiné. Au fur et à mesure, l'idée d'Elsa gagnait en substance et en crédibilité. Même les plus sceptiques commençaient à y voir une alternative viable au déplacement complet. 3 jours plus tard, l'opération était en place. Dans le plus grand secret, Luna et ses petits avaient été temporairement relocalisés vers une partie isolée du parc, une zone vallonnée particulièrement difficile d'accès pour les humains, mais parfaite pour les lynx. Sandra, la vétérinaire, avait supervisé le déplacement, s'assurant que le stress infligé aux animaux reste minimal. Ils s'adaptent remarquablement bien,
avait-elle rapporté à l'équipe. Luna a exploré son nouveau territoire en quelques heures à peine, et les petits semblent prendre cette aventure comme un jeu. Pendant ce temps, à l'emplacement habituel de la famille, un dispositif ingénieux avait été mis en place. Des diffuseurs d'odeurs reproduisant les phéromones du lynx, des enregistrements sonores discrets activés à distance, et même des silhouettes mécanisées dissimulées dans la végétation, capables de simuler des mouvements félins à travers les sous-bois. Le tout était conçu pour tromper des braconniers, même expérimentés, au moins pendant les quelques minutes nécessaires à leur piégeage. Autour de ce théâtre de marionnettes sylvestres, des agents de l'Office français de la biodiversité, des gendarmes en civil et même 2 spécialistes d'Interpol s'étaient positionnés, invisibles dans la végétation printanière désormais luxuriante. Équipés de caméras, de micros ultra-sensibles et de matériel de vision nocturne, ils attendaient. Elsa, Thomas et Marc faisaient partie du dispositif, leur connaissance intime du terrain étant un atout précieux. Positionnés à des endroits stratégiques, ils communiquaient par radio sécurisée, chaque transmission codée pour éviter toute interception. La première nuit passa sans incident, puis la deuxième. Peut-être qu'ils ont été avertis, suggéra Marc lors d'une brève réunion à l'aube du 3e jour, ou qu'ils ont changé de cible, ou qu'ils attendent simplement le bon moment, contredit doucement le lieutenant Moreau. La patience est la vertu des prédateurs, et ces hommes sont des prédateurs, n'en doutez pas. Il avait raison. La 3e nuit, peu après minuit, les capteurs dissimulés en périphérie du secteur se déclenchèrent. 3 intrus, approchant par le nord-est, équipés de matériel de vision nocturne et de ce qui semblait être des fusils à fléchettes tranquillisantes. « Ils arrivent », murmura Elsa dans sa radio, son cœur battant à tout rompre malgré son expérience. 3 sujets armés à 200 mètres de ma position. « Confirmé », répondit la voix calme du lieutenant. « Personne ne bouge, laissons-les s'enfoncer dans le dispositif. » Les minutes qui suivirent semblèrent s'étirer indéfiniment. Depuis sa cachette, Elsa pouvait observer les braconniers progresser avec une précision méthodique qui trahissait leur professionnalisme. Ce n'étaient pas des amateurs comme les hommes de Laurent, mais des spécialistes de la capture d'animaux sauvages. Arrivés près du faux refuge, ils se déployèrent selon un schéma tactique évident, chacun couvrant un angle d'approche. Le leader fit un signe et l'un d'eux activa un petit appareil électronique. Un haut-parleur miniature, comprit Elsa, diffusant probablement des sons destinés à attirer les lynx, des cris de proies en détresse ou des vocalisations de félins. C'était le moment. D'un geste télécommandé, Thomas activa l'une des silhouettes mécanisées, provoquant un mouvement dans les buissons à quelques mètres des braconniers. Immédiatement, les 3 hommes se figèrent, puis convergèrent vers la source du mouvement, leurs armes prêtes. « Maintenant », ordonna calmement le lieutenant dans la radio. L'assaut fut aussi rapide que précis. Les forces de l'ordre émergèrent de leur cachette, encerclant les braconniers, avant même qu'ils n'aient le temps de comprendre ce qui se passait. En moins de 30 secondes, les 3 hommes étaient au sol, désarmés et menottés. « Opération Lynx, phase 1 réussie », annonça le lieutenant dans son transmetteur. « Démarrez la phase 2. » La phase 2 était encore plus ambitieuse. Plutôt que d'arrêter immédiatement les braconniers, les autorités avaient décidé, avec l'accord du procureur, de les forcer à coopérer. Face aux preuves accablantes contre eux et à la perspective de lourdes peines, les 3 hommes avaient rapidement accepté de retourner leur veste. Sous surveillance constante, équipés de micros et de caméras dissimulées, ils contactèrent leur commanditaire, prétendant avoir capturé avec succès les lynx. Sayed Al-Najjar, trop confiant dans son immunité diplomatique et sa distance avec le terrain, tomba dans le piège, donnant des instructions explicites pour la livraison des animaux, discutant ouvertement des paiements et des arrangements prévus. 48 heures plus tard, Interpol annonçait l'émission d'un mandat d'arrêt international contre le collectionneur qatari,
sur la base de preuves irréfutables. Ses avoirs en Europe étaient gelés, ses résidences perquisitionnées, révélant des dizaines d'animaux protégés détenus illégalement. Pour Luna et ses petits, cependant, ces développements géopolitiques n'avaient aucune importance. 3 jours après leur relocalisation temporaire, ils furent ramenés dans leur territoire habituel, où ils reprirent leurs activités comme si rien ne s'était passé. Elsa, accompagnée de Thomas, observait leur retour depuis la cabane d'affût devenue si familière. Ombre et Étoile, visiblement ravis de retrouver leur terrain de jeu favori, se poursuivaient entre les fougères, leurs mouvements témoignant d'une agilité et d'une assurance croissante. Luna, quant à elle, procédait à une inspection méthodique du territoire, s'assurant qu'aucune menace ne s'y était installée durant leur absence. « Regarde comme ils ont grandi », murmura Thomas, ajustant son téléobjectif. « Ils ressemblent presque à des adultes maintenant. » C'était vrai. En quelques mois à peine, les petits boules de poils maladroites s'étaient transformés en prédateurs élégants et assurés. Leur tâche était désormais bien définie, leur musculature développée par des semaines de jeu qui étaient en réalité un entraînement intensif à la chasse et à la survie. Bientôt, ils n'auront plus besoin de Luna, observa Elsa, une pointe de mélancolie dans la voix. Ils établiront leur propre territoire. C'est le cycle naturel, confirma Thomas. Mais grâce à toi, ils auront cette chance. Sans ton intervention, ils seraient morts ou captifs à l'autre bout du monde. Elsa sourit, touchée par ces paroles. Nous l'avons fait ensemble, toute l'équipe. Un silence confortable s'installa entre eux, ponctué uniquement par le chant des oiseaux et les bruits étouffés des jeunes lynx jouant dans le sous-bois. Puis Thomas se tourna vers elle, son expression soudain plus sérieuse. « Alors, cette décision, Jean attend toujours ta réponse pour le poste de directrice adjointe. » Elsa prit une profonde inspiration. Cette question l'avait tourmentée pendant des semaines, la tiraillant entre son amour du terrain et l'opportunité d'influencer plus largement la politique de conservation du parc. « Je vais accepter, » annonça-t-elle finalement. « Mais avec mes conditions. Je veux continuer à passer au moins 2 jours par semaine sur le terrain et je veux revoir complètement notre approche de la surveillance des espèces protégées. » Thomas sourit largement. « Jean va adorer ça. Tu vas révolutionner sa bureaucratie bien ordonnée. » « Il s'y fera, » répliqua Elsa avec un sourire malicieux. « Et puis, qui d'autre pourrait prendre ce poste? Toi, peut-être ?» Thomas leva les mains en signe de reddition. « Jamais de la vie. Je suis un homme de terrain, pas un bureaucrate. Je préfère laisser les batailles administratives aux guerriers comme toi. » Leur conversation fut interrompue par un mouvement soudain. Luna s'était figée, tous ses sens en alerte. Puis, à la surprise des 2 observateurs, elle leva la tête directement vers leur cabane d'affût, ses yeux ambrés semblant fixer Elsa à travers la distance. « Elle nous regarde », chuchota Thomas, émerveillé. « Directement. » Pendant quelques secondes qui semblèrent s'étirer à l'infini, le regard de la mère lynx resta connecté à celui d'Elsa. Il n'y avait ni peur ni agressivité dans ses yeux sauvages, juste une reconnaissance tranquille, un équilibre parfait entre 2 mondes qui, habituellement, restaient séparés. Puis, avec une grâce fluide, Luna se détourna, rassembla ses petits d'un miaulement à peine audible et disparut dans les profondeurs de la forêt. « Au revoir, Luna », murmura Elsa, sachant que c'était probablement la dernière fois qu'elle les verrait de si près. À mesure que les petits grandissaient, la famille deviendrait de plus en plus discrète, de plus en plus distante, comme il se devait. 6 mois plus tard, les pièges photographiques dispersés dans la forêt capturèrent une image qui fit la joie de toute l'équipe du parc. Luna, seule cette fois, traversant majestueusement une clairière baignée par la lumière dorée d'un coucher de soleil automnal. Les petits avaient quitté le territoire maternel, comme l'exigeait la loi de leur espèce, partant à la conquête de leur propre domaine. Quelques semaines plus tard, une autre caméra,
situé à plusieurs kilomètres de là, photographia un jeune lynx mâle en train de marquer son territoire, ombre, reconnaissable à la configuration unique de ses taches. Puis ce fut au tour d'Étoile d'apparaître sur un cliché, chassant un lièvre avec une précision qui aurait rendu sa mère fière. Dans son nouveau bureau de directrice adjointe, Elsa avait fait encadrer ces 3 photographies. Entre les réunions, les rapports et les batailles administratives qu'elle menait quotidiennement pour améliorer la protection des espèces menacées, ces images lui rappelaient pourquoi elle faisait ce travail. Parfois, lorsque les compromis politiques et les contraintes budgétaires menaçaient de l'étouffer, elle s'échappait pour quelques heures dans la forêt. Là, marchant silencieusement sur les sentiers qu'elle connaissait par cœur, elle se souvenait de ce regard échangé avec Luna, ce pont momentané entre 2 mondes, cette reconnaissance mutuelle. Ces moments étaient rares, précieux, impossibles à expliquer à ceux qui n'avaient jamais ressenti cette connexion profonde avec le monde sauvage. Mais c'étaient ces moments, ces rencontres fugaces, qui donnaient un sens à tout le reste. Et quelque part dans cette vaste forêt, Luna et ses petits, désormais adultes, continuaient leur vie sauvage, libre et protégée, exactement comme ils devaient l'être.